Alors bonjour tout le monde, mon nom est Annie, je suis consultante chez Cassiopée et je vous souhaite la bienvenue dans ces capsules de formation portant sur comment réaliser un portrait du développement de l'enfant, une démarche porteuse de sens sur le fil de l'enfance. Alors aujourd'hui, capsule numéro 3, rédiger et communiquer. Dans cette capsule de formation aujourd'hui, nous allons préciser les différentes façons d'écrire. Nous allons voir ensemble les différentes possibilités de rédiger les éléments de contenu dans le portrait du développement de l'enfant. Et nous allons aussi voir comment on peut favoriser la communication de ce portrait aux parents. Donc, pour être en mesure, vous savez que pour réaliser ce portrait du développement de l'enfant, il faut passer à travers les étapes de la démarche d'observation. Donc, la première étape qui est d'observer, de décrire les petits pas de l'enfant, aller recueillir toutes les traces écrites de comment l'enfant le fait. Tout ça, on a vu ça dans la première capsule de formation. La deuxième étape qui est d'analyser les observations recueillies, d'aller situer l'enfant dans son développement en lien avec les observations que nous avons faites. Tout ça aussi fait l'objet de la capsule numéro 2. Donc, je vous invite à aller consulter nos capsules de formation, la capsule 1 et 2 qui sont disponibles sur notre site Internet. Et aujourd'hui, nous allons voir la troisième étape, soit de rédiger un portrait synthèse. Donc, si je vous fais par exemple le portrait d'un personnage célèbre, alors ici j'ai un simple bonhomme allumette, je vais lui ajouter quelques éléments importants de ce personnage-là et essayer de deviner de quel personnage il s'agit. Alors voilà, premier élément. Deuxième, je pense que vous commencez déjà à deviner de quel personnage il s'agit. Eh bien oui, c'est Harry Potter. J'ai ressorti des grandes caractéristiques de ce personnage pour que tout le monde puisse le reconnaître. En fait, c'est le même principe quand va venir le temps de faire le portrait du développement de l'enfant. Nous allons faire ressortir les grandes caractéristiques de cet enfant qui nous permettent de vraiment bien le reconnaître. Vous savez aussi, à d'autres moments, quand viendra le temps de faire d'autres portraits, on sera en mesure aussi de ressortir des caractéristiques qui sont différentes, de faire ressortir d'autres particularités, mais qui vont nous permettre de bien reconnaître l'enfant pareil. Alors, dans le cas d'Harry Potter, ici, j'aurais pu mettre son écharpe qui est rayée, j'aurais pu y mettre une cape, j'aurais pu aussi écrire Gryffondor ou le balai. Donc, on serait en mesure, avec d'autres éléments qui sont aussi des grandes caractéristiques, de le reconnaître. Alors, plus vous allez faire des portraits, plus vous allez être en mesure d'identifier quelles sont ces caractéristiques-là qui permettent de représenter l'enfant. Alors, dans cette étape 3, qui est de rédiger un portrait synthèse, les actions professionnelles, donc, c'est de faire un exercice d'entonnoir et de synthèse qui vont nous permettre de faire ressortir les éléments importants qui décrivent l'enfant dans ses intérêts, dans ses forces, dans les habiletés présentes, mais aussi dans le prochain pas de son développement. Donc, cet exercice d'entonnoir et de synthèse demande de partir de ces observations quotidiennes pour par la suite aller en faire l'analyse dans un cadre de référence. Alors, c'est important de ne pas avoir peur de faire des allers-retours entre ces deux étapes. On va dans notre cadre de référence. Il y a des éléments qu'on n'a pas observés. On se piste des nouvelles observations. On va chercher des nouveaux comment qui nous permettent d'aller cueillir des nouvelles observations, puis de retourner dans notre cadre de référence. Toutes ces deux étapes-là, finalement, nous amènent par la suite à faire ressortir les éléments importants qui décrivent les intérêts, les forces de l'enfant, mais aussi les habiletés présentes de l'enfant et les habiletés qui représentent le prochain pas dans son développement. Alors, c'est tout ça l'exercice d'entonnoir et de synthèse. Allons voir maintenant tous les éléments que contient l'outil, le portrait du développement. Vous savez, l'outil
le portrait du développement est disponible sur le site Internet de Cassiopée. Vous pouvez le télécharger en format PDF interactif et écrire à l'intérieur. Pour certaines éducatrices ou pour certains éducateurs qui veulent continuer à le faire à l'écrit, vous pouvez l'imprimer et écrire sur les documents que vous avez imprimés. Le portrait du développement se retrouve aussi à l'intérieur de l'application numérique. Donc, c'est vraiment disponible pour tout le monde. Gênez-vous pas, il est là. Profitez-en, utilisez-le. Donc, une première partie du portrait du développement de l'enfant, la première page s'appelle la couleur unique de l'enfant. Alors, toujours en partant de nos observations quotidiennes, on va être en mesure d'aller identifier qu'est-ce que l'enfant aime, qu'est-ce qu'il aime moins. On va aller faire ressortir son livre préféré, son jeu favori. Est-ce qu'il y a un objet significatif? À quoi cet enfant aime jouer, à faire semblant? De quoi il parle? Comment il est avec les autres? Lors de l'accueil le matin, à la sieste, lors des repas pour nos petits poupons, comment ils sont? On va aller choisir des mots pour décrire sa personnalité. On va aussi aller indiquer quand cet enfant-là, il est triste, de quoi il a besoin. Lors des changements ou des transitions, de quoi a-t-il besoin? Alors, c'est toujours en partant de nos observations quotidiennes qu'on fait ressortir ces éléments présents. C'est tous ces éléments-là, aussi de la couleur unique de l'enfant, viennent nous décrire toute l'unicité de cet enfant en lien avec ses intérêts, ses goûts, et sur lesquels aussi on doit se baser pour cibler des intentions éducatives, pour planifier des expériences que l'enfant va vivre, mais qui sont en lien avec ses intérêts à lui. Alors, ce sont des éléments importants et on se base toujours sur nos observations pour compléter cette première partie du document. Par la suite, la deuxième partie du document concerne la synthèse du développement global. Alors, nous allons préciser dans quoi l'enfant est habile et quel est son prochain pas dans son développement global. Alors ici, on fait vraiment ressortir les éléments dans les 4 domaines du développement, donc dans l'ensemble de son développement. Allons donc voir maintenant différentes stratégies à utiliser pour aller écrire les éléments dans le portrait du développement. Donc, voici quelques suggestions de comment on pourrait écrire les éléments dans la première partie « Je suis habile à ». On pourrait commencer une première stratégie que je vous propose. On pourrait parler d'une habileté où il y a eu un progrès pour l'enfant. Donc, par exemple, Antoine est curieux et commence à poser de plus en plus de questions. Il utilise en plus les mots « quoi » ou « acquis ». Alors ici, on voit, j'ai utilisé des mots « commence » de plus en plus pour identifier à notre parent que c'est un progrès chez cet enfant-là. On pourrait par la suite écrire la grande catégorie d'habiletés avec des mots-clés, des principaux items de la catégorie dans le domaine de développement. Alors, il est habile au niveau de la motricité globale. Il est capable de faire du vélo d'équilibre, de monter les escaliers en alternant les pieds. Il peut glisser, courir, grimper, sauter. Alors ici, on voit la grande catégorie de notre domaine moteur, donc au niveau de la motricité globale. Et on vient faire ressortir des items qu'on est allé chercher dans notre grille, dans notre repère développementaux, dans nos repères développementaux qui nous permettent justement d'identifier des habiletés que l'enfant maîtrise, des habiletés que nous avons observées chez l'enfant et qu'il est très habile dans ça. Ce que ça nous permet aussi d'utiliser les mots de nos repères développementaux, c'est que ça permet d'avoir un vocabulaire qui est professionnel, qui est clair et qui est précis pour notre parent. On pourrait par la suite, un autre exemple, une autre stratégie, indiquer une habileté ou les habiletés où on a le plus d'exemples concrets à donner. Alors, Antoine aime imiter les adultes autour de lui. Exemple, faire le ménage, faire du café et des pâtisseries dans le coin cuisine. Alors ici, j'ai un exemple. J'attire votre attention, j'ai utilisé le mot « aime ». Oui, j'ai utilisé le mot « aime » parce que ce que j'écris dans tout ça, je me base sur mes observations que j'ai communiquées à mon parent. Alors, quand je suis allée dans ma première étape d'aller faire ressortir, d'aller faire la recension de mes observations,
j'avais plusieurs observations en lien avec Antoine qui imite les adultes autour de lui. J'avais même des observations qui me disaient que Antoine, quand il fait du café, il vient m'emporter. Il va m'impliquer dans son jeu. Puis en plus, il a le sourire quand il est dans le coin cuisine. À tous les jours, il va jouer dans le coin cuisine à imiter les adultes autour de lui. Donc, je pense, et non, je pense pas, je suis certaine que j'ai suffisamment d'informations sur comment l'enfant est pour dire qu'il aime imiter les adultes autour de lui. On pourrait aussi communiquer des informations qui peuvent préoccuper davantage ou intéresser davantage le parent. Ce que ça va faire, c'est que le parent va se sentir interpellé. Il va voir qu'on est à l'écoute de ce qu'il nous dit et ça va soutenir la collaboration et l'intérêt du parent pour soutenir puis aider son enfant. Donc, voici un exemple. Tel que discuté avec les parents d'Antoine, nous l'avons soutenu à prendre des petites responsabilités et il accepte beaucoup plus facilement de rendre des services et être l'aide éducatrice. Donc, c'est une préoccupation que le parent nous a transmise. On est à l'écoute, on a mis des choses en place pour soutenir l'enfant dans le développement des capacités à rendre des services, à prendre des responsabilités. Eh bien, c'est une grande force maintenant pour l'enfant. On est fier du progrès qu'il a fait, donc on l'indique et on vient vraiment chercher nos mots pour indiquer aux parents que on a tenu compte de votre préoccupation. Donc, ce sont des suggestions, des stratégies que vous pouvez utiliser pour aller inscrire les éléments que dont l'enfant est habile dans la case « Je suis habile à ». On pourrait en choisir 2 stratégies, là. Vous n'êtes pas obligé d'en choisir seulement une. Vous pouvez en combiner 2, 3. C'est comme vous voulez. Par la suite, au niveau de la case « Mon prochain défi, mon prochain pas », voici différentes stratégies pour écrire les éléments dans cette case. Alors, on pourrait parler d'habiletés nouvellement observées ou qui sont en émergence. J'attire votre attention sur défi, prochain pas. C'est pas nécessairement une grande difficulté chez l'enfant, là. C'est pas quelque chose que l'enfant, c'est vraiment difficile. Ça peut être quelque chose que c'est vraiment difficile, mais des fois, le défi, le prochain pas, ça peut être quelque chose qui est vu de façon positive aussi. Alors, une habileté nouvellement observée, une habileté qui est en émergence. Alors, Antoine commence de plus en plus à s'intéresser aux jeux de table et aux casse-tête de 24 morceaux. Alors ici, commence de plus en plus. On indique à notre parent, « Hey, on a observé ça dernièrement, c'est pas une habileté qui maîtrise totalement que j'ai observé, mais ce que j'ai observé, c'est que ça l'intéresse. » Alors, ça peut être une façon aussi de communiquer des nouvelles informations à notre parent en lien avec des nouvelles habiletés de l'enfant. Si votre parent ne le sait pas que Antoine, il aime ça, il commence à aimer ça, les jeux de table, les casse-têtes, qui s'intéresse à ça, puis qui lui en donne pas à la maison, comment il va faire pour le soutenir dans le développement de ces habiletés-là? Alors, c'est peut être une façon intéressante de communiquer des nouvelles choses à notre parent. Au niveau, ça peut être aussi, on peut parler encore une fois, de grandes catégories, de nommer les grandes catégories, de nommer les items tels qu'ils sont écrits dans notre cadre de référence. Alors, le défi d'Antoine se situe au niveau de la motricité fine. Il commence à encastrer des pièces de casse-tête. Au niveau de l'autonomie motrice, Antoine commence à utiliser la fourchette pour manger. Alors ici, on voit motricité fine, on voit autonomie motrice, on voit aussi utiliser la fourchette. Donc, ce sont des mots-clés de la grille que je suis allée chercher. Et encore une fois, si le parent ne le sait pas que Antoine utilise la fourchette pour manger dans le milieu éducatif, puis qu'à la maison, il continue à lui donner une cuillère, alors c'est une façon de l'informer de tout ça pour soutenir l'enfant dans le développement de ses compétences et de ses habiletés. On pourrait aussi décrire qu'est-ce qui est mis en place pour soutenir l'enfant. En fait, je vous suggère fortement d'accompagner votre défi de ce qui est mis en place pour soutenir l'enfant. De cette façon-là, c'est beaucoup plus positif pour notre parent.
Alors, le défi d'Antoine, c'est de se désigner par le mot « moi ». Antoine dit « c'est Antoine » quand il se voit sur une photo, à Antoine quand je demande à qui sont les souliers. Pour aider Antoine, je vais répéter la bonne façon de le dire. Exemple, à moi, c'est moi. Alors, pour aider Antoine, on indique qu'est-ce qu'on met en place pour soutenir l'enfant. Et finalement, de décrire objectivement, sans porter de jugement, donner des exemples concrets de manifestations, c'est vraiment important. Donc, voici un exemple. Lors de conflits, Antoine devient muet et se retire seul dans le coin calme. Antoine a besoin d'apprendre à dire non, c'est à moi. Donc, Antoine devient muet, se retire seul. On décrit objectivement les comportements de l'enfant. On ne dit pas Antoine boude dans son coin ou Antoine crie, se fâche, pète une crise. Non, c'est Antoine devient muet, se retire seul. Alors, on peut, comme je vous disais, c'est important de jumeler et d'accompagner le défi que l'enfant a de ce qui est mis en place pour le soutenir. Alors, on vient encore une fois identifier toute votre action professionnelle pour soutenir et aider l'enfant à relever son défi. Par la suite, une fois qu'on a identifié les défis de l'enfant, on va aller prioriser un besoin pour soutenir son prochain pas. Alors, ça va être important aussi d'identifier à quel domaine et à quelle dimension du développement correspond le besoin. Alors, il y a plusieurs façons de formuler un besoin. Alors, on pourrait, par exemple, formuler un besoin à partir de ce qui semble important pour favoriser le bien-être de l'enfant dans le groupe. Alors, si par exemple, on a un enfant qui, lors de conflits, se chicane avec les autres, lance les jouets, crie, se fâche, frappe les copains autour, bien, l'enfant a peut-être besoin de soutien dans la résolution de conflits. Alors, besoin lié à la dimension sociale affective. Un autre exemple, si vous avez un enfant qui, au niveau de la communication, quand il veut vous faire de demandes, il tire sur vos chandails, il crie, il pleure. Alors, cet enfant a peut-être besoin d'apprendre à faire des demandes avec des mots. Domaine langagier. Et on pourrait aussi formuler un besoin à partir de ce qui préoccupe le plus les parents. Alors, vous avez un enfant qui, rendu au mois d'avril, mai, pleure encore le matin à son arrivée, la séparation avec son parent est difficile, le parent vous en parle, est préoccupé par la situation, on en tient compte, l'enfant a peut-être besoin d'être sécurisé dans les transitions sociales affectives. Alors, de nommer les défis de l'enfant en termes de besoins, ça permet de donner un regard constructif et positif. Et par la suite, ça oriente grandement le choix des interventions et des stratégies qu'on va mettre en place pour répondre aux besoins de l'enfant. Les besoins, c'est important de les prioriser. Alors, et d'en choisir un avec lequel nous voulons aller de l'avant en planifiant justement des stratégies pour soutenir et accompagner l'enfant. Ce qui est important au niveau des stratégies, c'est de proposer des stratégies pour répondre aux besoins identifiés. Alors ici, c'est tout le concept de l'étayage. Qu'est-ce que vous allez faire dans votre quotidien pour soutenir l'enfant dans ce besoin-là? Un autre aspect important au niveau de la page des besoins et des stratégies, cette réflexion peut aussi se faire avec le parent pour favoriser le partenariat et ainsi tenir compte de leur perception. Alors, ça peut être très, très, très intéressant lors d'une rencontre avec les parents de réfléchir ensemble aux besoins à prioriser ainsi qu'aux stratégies à mettre en place pour répondre aux besoins de l'enfant. Lorsque vous allez rédiger votre portrait, questionnez-vous sur quel impact peut avoir ce document en lien avec ma relation et ma collaboration avec le parent. Toujours vous questionner sur l'impact de écrire ou ne pas écrire certaines informations. Alors, quand vous rédigez votre portrait, d'avoir une rétroaction sur ce qu'on écrit, d'aller chercher
cette rétroaction sur ce que vous avez écrit, sur ce que vous voulez mettre en place avec le parent, auprès de vos collègues, auprès de vos gestionnaires, pourra vous aider aussi à vous assurer d'utiliser la bonne stratégie avec vos parents. Cette petite réflexion-là est vraiment à avoir quand vous écrivez les éléments dans le portrait. Et aussi, questionnez-vous sur si j'étais à la place du parent, comment j'accueillerais ce qui est écrit dans le portrait. Alors, est-ce que je serais à l'aise avec ça? Est-ce que je ne le sais pas? Alors, questionnez-vous sur ces points-là. Alors maintenant, allons voir concrètement chacune des étapes pour arriver à ce portrait complété. Alors, on va prendre ici un exemple que je vais vraiment expliquer. La première étape, je vous rappelle, capsule numéro 1 sur observer, décrire les petits pas de l'enfant. On va noter des observations quotidiennes sur notre enfant, puis on va aller rechercher toutes les observations dans chacun des domaines. On va se questionner sur est-ce que j'ai suffisamment d'observations, est-ce qu'il m'en manque, est-ce que je dois retourner observer. Donc, première étape, observation. Donc ici, j'ai ressorti certaines observations pour le côté langagier de Antoine. Deuxième étape, on va dans notre grille de référence du développement. On va voir nos repères développementaux. On va voir nos observations correspondent à quelle habileté. Alors, est-ce que je suis en mesure de dire que cette habileté-là, je l'ai observée? Quelles sont les habiletés que l'enfant présente, que j'ai observées, et quelles sont les habiletés qui représentent son prochain pas? Donc ici, on voit toute la zone de développement proximal de l'enfant qui nous permettent aussi de poser un regard sur notre accompagnement aussi. Hein? Est-ce que l'enfant le fait avec notre aide? Est-ce que malgré notre aide, ça demeure un défi? Est-ce que je l'ai observé? Ou est-ce que je dois retourner observer différentes habiletés? Donc, étape 2, analyser nos observations. Et allons voir cette analyse-là, concrètement, qu'est-ce que ça nous dit dans notre portrait du développement. Alors, pour Antoine, au niveau langagier, alors je suis habile à maintenir le sujet de conversation lors des causeries sur 2-3 tours de parole. Je fais des phrases structurées de 3 mots ou plus. Antoine est curieux et pose des questions. Quoi, où, à qui? Il comprend bien les consignes de 2 ou 3 éléments. Donc ici, la stratégie que j'ai utilisée, c'est d'aller chercher des items dans mon cadre de référence. Alors, si je retourne dans mon cadre de référence, je suis allée chercher des items précis tels qu'ils étaient inscrits dans mes repères développementaux et je les ai ramenés dans la partie « Je suis habile à ». Donc, cette étape-là, telle que je l'ai décrit dans la capsule numéro 2 de l'analyse, vous permet d'avoir un vocabulaire qui est juste, qui est précis, qui est professionnel quand vient le temps d'aller dans votre portrait du développement. Donc ici, je vous rappelle, j'ai utilisé la stratégie les items et je les ai ramenés dans mon portrait du développement. Mon défi, mon prochain pas, c'est me désigner par le mot « moi ». Antoine dit « c'est Antoine ». Quand il se voit sur une photo, à Antoine quand je demande à qui sont les souliers. Pour aider Antoine, je vais répéter la bonne façon de le dire. Exemple, à moi, c'est moi. Donc ici, j'ai utilisé la stratégie de décrire objectivement qu'est-ce que l'enfant fait. Donc, j'ai donné des exemples. Antoine dit c'est Antoine. Donc, je suis retournée dans mes observations et j'ai ramené des éléments qui viennent appuyer mon prochain pas. J'ai utilisé aussi des exemples concrets que j'ai observés et j'ai indiqué qu'est-ce qui est mis en place pour soutenir l'enfant dans son développement, dans le développement et de ce défi, de ce prochain pas-là. Alors, on refait le même exercice dans chacun des domaines et finalement, ça nous donne un portrait qui est global, un portrait du développement qui est positif, pour notre parent et qui nous renseigne vraiment sur où se situe l'enfant dans son développement. Pour Antoine, ici, au niveau des besoins à prioriser, on est allé dans le domaine langagier. Besoin de soutien pour se désigner par le mot « moi ».
pour utiliser le pronom « je ». Alors, ce sont deux habiletés qui sont dans notre cadre de référence, dans nos repères développementaux et qui vont quand même bien ensemble. Donc, on les a jumelés et on va travailler ça en mettant en place différentes stratégies pour répondre aux besoins de l'enfant. Par exemple, pour aider Antoine à se désigner par le mot « moi » et à utiliser le « je », on pourrait accompagner Antoine lorsque la situation se produit en reformulant ses propos en utilisant le mot « moi » ou le « je ». On pourrait aussi s'assurer qu'Antoine a suffisamment d'opportunités pour échanger avec l'adulte ou les autres enfants et être un exemple pour Antoine en accentuant les mots-clés « moi » et « je » lors de nos conversations avec lui. Alors, mettre en place ces stratégies-là vont aider Antoine à se désigner par le mot « moi » et à utiliser le « je ». Alors, voilà pour l'exemple concret de la rédaction du portrait en traversant chacune des étapes. En résumé, ce qui est important pour arriver à faire et à rédiger le portrait du développement de l'enfant, il faut faire ressortir les éléments importants. Donc, il faut synthétiser et faire l'exercice d'entonnoir en faisant ressortir les habiletés présentes de l'enfant, ses intérêts, son prochain pas, le besoin à prioriser ainsi que les stratégies à mettre en place. Par la suite, utiliser un vocabulaire clair et précis. Donc, en allant, excusez-moi, dans vos repères développementaux, en formulant les défis sous forme de besoins, tout est clair et tout est précis. Et finalement, ça nous amène à utiliser une formulation positive. Donc, tout est écrit de manière positive. Alors, tout ça dans le but de permettre aux parents et aux différents intervenants de mieux voir et de mieux comprendre l'évolution de l'enfant. Donc, pour arriver à faire ça, pour arriver à être en mesure de rédiger le portrait du développement de l'enfant, il faut commencer par identifier qu'est-ce que vous faites déjà et qu'est-ce que vous pourriez faire pour aller plus loin dans vos pratiques professionnelles, pour bonifier votre action professionnelle. Alors, si vous êtes une éducatrice ou une éducateur ou un éducateur qui communiquez verbalement avec les parents, vous communiquez le portrait, le développement de l'enfant à tous les jours avec les parents, mais vous le faites de manière verbale. Alors, qu'est-ce que vous pourriez faire? Qu'est-ce que vous pourriez mettre en place pour répondre à cette exigence ministérielle qui demande de décrire sommairement l'état du développement de l'enfant? Alors, voici des suggestions. Vous pourriez utiliser un canevas. Donc, allez voir les différents canevas qui existent, le comprendre, voir toutes ces possibilités, puis en choisir un qui correspond à qui vous êtes. Par la suite, vous pourriez vous approprier la démarche d'observation, donc de voir tout ce processus par lequel vous devez, le processus que vous devez traverser pour arriver à rédiger le portrait du développement de l'enfant. Et finalement, vous pourriez aller chercher de la rétroaction pour être en mesure de vous ajuster, de vous améliorer. Allez voir vos gestionnaires, vos conseillères pédagogiques si vous êtes une responsable d'un milieu familial. Allez voir, allez questionner sur si vous êtes sur la bonne voie. Et une chose que je peux vous dire, c'est faites-vous confiance. Vous êtes capable de le faire. Bien souvent, on voit ça plus gros que c'est finalement. Vous avez les compétences et vous êtes en mesure de le faire. Alors, je vous invite à réfléchir à qu'est-ce que vous avez besoin de plus pour arriver à rédiger le portrait du développement. À vous de voir. Si vous êtes une éducatrice ou un éducateur qui rédigez déjà des portraits, mais sous forme de grille à cocher, un portfolio, des grilles anecdotiques, si vous le faites de manière intuitive. Alors, qu'est-ce que vous pourriez faire pour améliorer les portraits que vous faites déjà pour vous assurer qu'ils répondent aux exigences ministérielles? Alors, vous pourriez, premièrement, petite suggestion, d'écrire sommairement. Je vous rappelle que de cocher, ce n'est pas d'écrire. Donc, assurez-vous d'ajouter du texte, une description de qu'est-ce que l'enfant fait, comment il le fait, il est rendu où dans son développement.
Vous pourriez, en décrivant, appuyer ce que vous dites d'exemples, d'observations que vous avez recueillies. Et finalement, vous pourriez vous assurer d'utiliser un vocabulaire et des repères qui sont liés au développement de l'enfant. Alors, tout ça va vraiment vous aider à avoir un portrait qui est bonifié, un portrait qui est amélioré du développement de l'enfant. Alors, je vous invite vous aussi à réfléchir à qu'est-ce que vous avez besoin pour arriver à faire cette troisième étape de la démarche d'observation, soit de rédiger le portrait du développement de l'enfant. Donc, je vous rappelle aussi qu'il y a des documents complémentaires, des documents pour vous amener à réfléchir, à aller plus loin dans cette réflexion-là sur vos pratiques professionnelles qui seront disponibles au fil des semaines et vous les retrouvez sur notre site Internet en dessous des capsules de formation. Vous pouvez cliquer là et vous avez vraiment un beau document pour vous accompagner dans votre réflexion professionnelle sur chacune des étapes de la démarche d'observation pour vous amener à rédiger un portrait du développement de l'enfant. Et finalement, dans ces étapes de la démarche d'observation-là, il en reste une. Alors, c'est l'étape 4 qui est de communiquer le portrait aux parents. Je vous rappelle que vous devez vous rendre disponible pour le parent qui sollicite une rencontre concernant le développement de son enfant. Donc, pour arriver à communiquer le portrait de l'enfant, les actions professionnelles de l'éducatrice sont de parler des habiletés où il y a eu un progrès, des habiletés qui sont en émergence. On va donner des exemples concrets qu'on a observés dans différents contextes. On va prioriser un besoin et discuter des stratégies éducatives pour y répondre avec nos parents. Vous savez, cette communication-là avec les parents, si on est préparé, si on avance ensemble dans le train de la communication, ça va bien aller. Vous savez, vos parents, quand vous leur communiquez quotidiennement des observations sur comment est leur enfant, comment son enfant manipule le matériel, comment son enfant est dans ses jeux, dans ses relations avec les autres, on avance ensemble dans le train de la communication. Et quand vient le temps de lui communiquer ce portrait, il n'y en a pas de surprise. On ne les prend pas par surprise parce qu'on lui a déjà communiqué plusieurs informations. Alors, on arrive ensemble dans la locomotive, dans le bout du train de la communication en étant égal, en ayant eu les informations, tout le monde en même temps. Donc, tout ça, ça favorise la relation avec notre parent. Lorsque vient le temps de communiquer avec notre parent, c'est important de partir d'eux, de partir de nos parents. Lorsqu'un parent va vous demander de vous rencontrer concernant le portrait de son enfant, pour commencer, vous pourriez lui demander de décrire ce qu'il voit, comment lui, il voit les choses, lui demander ce qu'il en pense. Posez des questions à votre parent concernant son enfant. Posez-lui des questions ouvertes. Laissez-lui la parole. Laissez-lui la chance de s'exprimer. Par la suite, partagez vos observations. Partagez ensemble les faits, les contextes. Qu'est-ce que vous faites? Comment le parent fait? Comment il se sent de tout ça? Laissez-leur la parole en premier. Réfléchissez ensemble aux besoins de l'enfant. Ça va vous permettre d'arriver à une compréhension qui est commune, et de comprendre, oui, le sens des comportements de l'enfant, de comprendre les besoins que ces comportements-là peuvent traduire, de réfléchir ensemble aux forces de l'enfant sur lesquelles on va pouvoir miser pour établir des stratégies éducatives. Échanger autour des priorités, échanger ensemble autour des trucs, des moyens, des stratégies que eux, ils mettent en place dans leur milieu. Parfois, c'est des informations extrêmement pertinentes et ça nous nourrit, les éducateurs, les éducatrices, et ça donne des idées en plus pour être en mesure d'intervenir de manière plus adéquate avec ces enfants-là. Si nécessaire, vous pourriez élaborer un plan de soutien au développement commun. Vous pourriez
déterminer ensemble là, la dernière page du portrait de l'enfant en fonction des besoins, des stratégies. Ça pourrait être réfléchi ensemble lors d'une rencontre de parents. Et un dernier aspect important, c'est de demander aux parents lorsque la rencontre se termine. Est-ce que tout ça fait du sens? Est-ce qu'on replace les morceaux du casse-tête? Est-ce que ça répond à vos préoccupations du départ? Est-ce que ça le fait du sens pour vous, tout ça? Demandez-leur qu'est-ce qu'ils retiennent de la rencontre. Demandez-leur aussi comment ils se sentent à la fin. Demandez-leur comment ils repartent. Est-ce que ça va? Est-ce qu'ils se sentent en confiance? Ayez pas peur aussi à la fin de les remercier de leur collaboration, de leur présence. Tout le monde travaille pour le bien de l'enfant et d'avoir ces attentions-là pour notre parent, ça aide à maintenir le lien de confiance et à développer tout le partenariat avec nos parents pour soutenir l'enfant dans ses besoins, dans ses défis, dans son développement. Alors, je sais, la partie parents est abordée très brièvement ici, mais gênez-vous pas si vous avez besoin davantage d'informations. Mais vous avez ici l'essentiel pour mener une rencontre de parents qui va être vraiment réussie. Oui. Alors, en terminant, je vous rappelle les étapes de la démarche d'observation. Vous savez, c'est pas un processus qui est simple. Mais à force de s'exercer, c'est quelque chose qui va devenir courant dans votre pratique. Ça va être quelque chose, les étapes de la démarche d'observation que vous allez faire, ça va faciliter votre travail professionnel, ça va faciliter votre compréhension de l'enfant, et vos futures interventions auprès de lui. Ça va favoriser votre qualité éducative dans tout votre travail professionnel. Alors, je vous rappelle, l'étape 1, observer et décrire les petits pas de l'enfant. Si vous voulez avoir davantage d'informations, tout se retrouve dans la capsule de formation 1. Deuxième étape, l'analyse, les cadres de référence, d'avoir des repères développementaux. Alors, gênez-vous pas, la capsule numéro 2. Et aujourd'hui, ensemble, on a vu l'étape 3, soit de rédiger un portrait synthèse, et l'étape 4, de communiquer ce portrait-là aux parents. Donc, tout ça, ça va venir avec le temps. Pratiquez-vous, ayez pas peur et faites-vous confiance aussi. C'est ça que je veux que vous reteniez de tout ça. Faites-vous confiance et essayez des choses pour vous améliorer, pour bonifier vos pratiques professionnelles. Alors, pour vous accompagner, je vous rappelle aussi qu'il y a des documents de formation, d'accompagnement de ces capsules pour vous amener à aller plus loin. Alors, je souhaite vraiment que ces capsules de formation vous ont aidé à être en mesure de comprendre ce processus pour en arriver à faire un portrait de l'enfant qui est juste, qui est réaliste et qui est en lien avec les 4 domaines du développement. Alors, avec toutes ces informations-là, avec chacune des étapes du processus et de la démarche d'observation, on est en mesure de faire ressortir les grandes caractéristiques et ainsi d'avoir un portrait global de l'enfant. Donc, je vous remercie de votre attention. Je vous invite à aller consulter notre site Internet pour aller visionner les capsules précédentes, pour aller chercher les documents complémentaires pour vous aider à vous soutenir et à faire le pas de plus dans cette 3e étape de la démarche qui est de rédiger le portrait du développement de l'enfant. Donc, tous ces documents-là vont s'ajouter au fil des semaines. Alors, surveillez nos nouveautés, notre page Facebook, notre infolettre. Restez bien à l'écoute de tout ce qui s'ajoute hebdomadairement. Alors, je vous remercie et à la prochaine.